Vous préférez rater votre vie ou rater votre mort? Je m'explique. D'un côté, une vie simple et heureuse, entourée de quelques personnes qui vous aiment, vous vivez longtemps, en bonne santé, et vous vous épanouissez dans votre travail et vos passions. Par contre, vous ne laissez aucune trace dans la postérité. Après votre mort, vous vivez dans la mémoire de vos proches et une poignée d'amis pendant quelques temps, puis vous devenez peu à peu un souvenir qui s'estompe avec l'avancée du temps, et bientôt, vous n'êtes plus rien. De l'autre côté, une vie courte et rude. Votre santé est fragile et vous en souffrez. Vous êtes rejeté par votre famille, malheureux en amour et vous vous aliénez dans un travail prenant que vous n'aimez pas. Par contre, après votre mort, vous vivez dans les mémoires de millions d'inconnus pendant des générations. Vous inspirez des artistes talentueux et faites parler de vous pendant des décennies. Vous atteignez la célébrité posthume sans jamais en avoir fait l'expérience vivante. Vous savez ce que vous choisissez ? Alors, ce dilemme, il n'a pas été présenté ainsi à notre auteur du jour, Franz Kafka. Kafka, c'est un Allemand chétif du début du 19e siècle, constamment malade et dépressif. Aliéné par son travail au sein d'une grande compagnie d'assurance où il est exploité, il ne gagnera jamais la fierté de son père. Il meurt après 40 petites années dans l'indifférence générale. Et pourtant, ce mec insignifiant, ce raté lambda, il a laissé une trace considérable dans l'histoire de la littérature. Ses écrits sont encore sujets à interprétation de nos jours, et on parle de lui comme un génie ou un fou, mais en tout cas, un visionnaire. Regardez, 100 ans après sa mort, en 2024, des intellectuels de génie, comme Geoffroy de la Gannerie, publient encore à son sujet. Quoi ? Kafka, il a inspiré les œuvres de lourds bonhommes comme Camus, Beckett ou Orwell. Le gars, il a même un adjectif construit autour de son nom pour décrire l'ambiance de ses livres. Kafkaïen. Kafka, c'est l'illustration d'un homme qui a raté sa vie, mais réussi sa mort. Son œuvre, elle se compose de brouillons et de bribes d'histoire griffonnés à droite à gauche sur des papiers et des carnets. Des écrits incomplets et non connectés qui n'ont jamais été publiés durant la vie de l'auteur, mais qui nous sont parvenus grâce au travail de son ami Max Brod, qui les a récupérés après sa mort. Ces romans se passent tous dans un monde froid, sinistre, oppressant et absurde, la fameuse ambiance kafkaïenne. Et du coup, Kafka, il est toujours présenté comme un auteur torturé, aux écrits sombres et pessimistes. Un homme qui souffrait face à la laideur du monde qu'il percevait et en a tiré ses livres angoissants et froids. Mais si on se trompait et que Kafka était en fait un auteur comique, eh bien, c'est la thèse que je vais défendre ici, et pour ça, je vais m'appuyer sur son livre le plus connu, Le Procès. Cette histoire est contée dans un roman intitulé Le Procès. L'histoire du procès est simple. Joseph K., le protagoniste, se fait réveiller un matin par les forces de l'ordre et il est arrêté. Enfin, pas vraiment d'ailleurs. On lui fait comprendre qu'il est accusé de quelque chose de très grave. Pour autant, on ne lui dit pas de quoi et on le laisse en liberté. À partir de là, Joseph K., il va tenter de prouver son innocence. Mais c'est pas évident, parce qu'il ne sait pas de quoi on l'accuse. Il va assister à des audiences, tenter de se rapprocher de personnes en charge de son affaire, et même engager un avocat, mais rien n'y fait. Il n'arrive toujours pas à savoir de quoi il est accusé. Dans le même temps, tout le monde semble être au courant de son procès, et même étrangement d'être en train de le surveiller. Des obstacles administratifs, des procédures interminables et incompréhensibles, et des agents de l'administration inatteignables et hostiles lui barrent la route. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Et toute cette histoire, elle est racontée dans une narration déstabilisante, voire incohérente. On a vraiment la sensation d'être sur des sables mouvants, et en tant que lecteur, on ne sait jamais vraiment si c'est du lard ou du cochon. Des situations loufoques et sans issue se succèdent dans un lent processus d'aliénation généré par l'incertitude, les annonces contradictoires et les paradoxes de la loi. Alors, dit comme ça n'a pas l'air très comique. Et c'est vrai, Le Procès, c'est un ouvrage à mi-chemin entre philosophie et satire sociale. Personne ne sait vraiment quel enseignement en tirer. Anticipation des totalitarismes, critique des systèmes bureaucratiques, réflexion sur les lenteurs des machines administratives modernes, plongée dans l'aliénation des individus par le travail, réflexion sur le conformisme, la surveillance généralisée. Etc., etc. Je vais m'arrêter là parce que la liste des interprétations de ce texte de Kafka est longue comme le casier judiciaire de Dupond-Moretti. Mais je vais plutôt vous parler de la mienne, d'interprétation. Et ouais, c'est ma vidéo après tout. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous ? Pas de doute, Le Procès c'est un récit vraiment froid, sombre et malaisant. Kafkaïen quoi. Mais si on gratte un peu ce vernis, on se rend compte du grotesque et du comique de beaucoup de scènes.
Personnellement, j'ai éclaté de rire plusieurs fois en lisant ce livre, tellement les dialogues et les situations sont ubuesques. Les deux fonctionnaires de police qui viennent arrêter Joseph à son domicile mangent son petit déjeuner sous ses yeux et veulent vendre ses vêtements au marché noir. That's my breakfast. Bloody good. Les trois collègues ridicules qui s'empressent de l'aider en se marchant sur les pieds dans son appartement sont grotesquement hilarants. Mais même dans les moments tendus de l'intrigue, chargés en noirceur et en interprétation, ce côté bouffonnerie ressort. Par exemple, au moment du long échange épuisant avec Titorelli, qui explique à Joseph K. l'ampleur du bourbier dans lequel il s'est fourré, mais qui se termine avec le peintre vendant à Joseph K. 3 tableaux hideux et parfaitement identiques. Eh bien, selon moi, ces pointes de comique répétées au milieu de l'absurdité générale constituent en fait la morale même de cette histoire. Vers la fin du roman, Joseph K. rencontre un prêtre dans une cathédrale qui lui parle de l'état de son procès et prononce cette phrase. « Tu te méprends sur les faits. Le jugement n'intervient pas d'un coup. C'est la procédure qui, insensiblement, devient le jugement. » You don't seem to understand the essential facts. The verdict does not come all at once. Proceedings gradually merge into the verdict. Cette phrase, elle est lourde de sens. Kafka nous dit qu'il n'y aura jamais de verdict. Il ne faut pas se méprendre en poursuivant un but qui n'existe pas, ou en tout cas n'importe pas. C'est la poursuite de ce but qui importe. Ainsi, l'homme ne trouvera jamais le sens à sa vie, mais il ne doit pas pour autant cesser d'en chercher un. Et c'est là tout l'absurde de son existence. C'est d'ailleurs ce que Camus décrira plus tard dans l'ensemble de son œuvre, qu'il dédiera à l'absurde, en commençant par le héros de l'étranger, qui ressemble d'ailleurs étrangement à Joseph K., puis dans son magnifique roman La Chute, et bien sûr, dans son essai sur l'absurde bien connu, Le mythe de Sisyphe. Face à cet absurde dont nous ne pouvons nous défaire, car ancré dans notre condition humaine, Kafka nous propose une solution simple, en rire. Face à l'ineptie croissante du débat public, à la consommation grandissante de divertissements, à l'abrutissement culturel des masses, à l'avilissement dégoûtant de nos mœurs, rions. Se soumettre et adhérer au système ne nous sauvera pas. Tôt ou tard, nous serons coupables. Je pense que Kafka, c'était un auteur comique, qui forçait sur lui-même une joie de vivre qui ne lui était pas naturelle, à cause de ses problèmes familiaux et ses troubles de santé, mais qui, inlassablement, se révoltait face à l'inéluctable absurdité de sa condition d'homme malade et aliéné. Il faut imaginer Kafka heureux. Il n'y a ni mystère, ni énigme à résoudre. On pourrait dire que la logique de cette histoire est la logique d'un rêve ou d'un cauchemar.